Bonsoir. Petite vidéo consacrée exclusivement à la présentation du fameux théorème d'Arrow et où on donne également une de ces démonstrations. Il en existe plusieurs, mais on en donnera une ici. Très bien. Alors, le but de cette vidéo, c'est pas d'avoir une présentation contextualisée et critique de ce qui a été fait dans ce résultat, hein. Voilà, donc je ne commenterai pas, je ne discuterai pas le cadre formel, les axiomes, la portée de ce résultat. Donc, tout ça, c'est très intéressant. On le trouve très facilement ailleurs. Il y a du reste une vidéo sur la chaîne YouTube AMSE qui propose ça. Et puis, je vous indiquerai cette vidéo dans la description en bas. Et puis, en fin de vidéo, je vous donnerai aussi quelques références supplémentaires pour ceux qui souhaiteraient au-delà des aspects mathématiques qui sont présentés ici, en savoir plus sur ce très beau résultat de sciences sociales. Voilà, donc ici, je vais simplement faire trois choses. Vous présenter le cadre conceptuel de ce théorème. Ensuite, la structure mathématique qu'on va mettre sur ce qu'on cherche, une série d'axiomes, disons, qui nous permettra d'aboutir en troisième partie à ce fameux théorème d'impossibilité de Arrow. Et dans cette troisième partie, on présentera aussi la démonstration. Alors, le cadre conceptuel, voilà de quoi il s'agit. On a un ensemble d'individus qui sont en nombre petit n et qui forment une collectivité ou une société S. Chaque individu est indexé par I, donc il y aura monsieur 1, monsieur 2, etc., jusqu'à monsieur petit n. Ces individus sont intéressés par ce qui arrive à la société, donc l'ensemble des états sociaux mutuellement exclusifs. Et donc ces états sociaux, l'ensemble de ces états sociaux, pardon, on va lui donner un nom, on va appeler ça grand X. Mais sans perdre de généralité. Le fait de donner un nom n'implique pas grand-chose ici, si ce n'est qu'on a donné un nom, il n'y a pas de structure précise mise sur X, ça peut être à peu près n'importe quoi. Par exemple, grand X, ben, ça pourrait être l'ensemble de toutes les distributions de revenus, donc ce serait leur temps positif à une dimension, ou alors l'ensemble de toutes les allocations de M biens entre les N individus, peu importe, ce sont juste des illustrations. Une autre possibilité naturelle souvent utilisée dans les présentations de ce théorème, c'est de considérer que dans X, vous mettez l'ensemble des candidats à une élection, par exemple l'élection présidentielle en France. Mais voilà, pas de vraiment de structure, pas de restriction là-dedans. Bien. Les données du problème, qu'est-ce que c'est? Donc on a des individus et ces individus vont se résumer dans ce cadre conceptuel-là à ce qu'on appelle leurs préférences individuelles. Et mathématiquement, ces préférences individuelles, en fait, ce sont des classements. Chaque individu est capable de classer les différentes options qui sont dans grand X. Et plus précisément, ces classements, en fait, se tiennent à partir de relations binaires entre les différentes options. Donc, par exemple, ces relations binaires, c'est dénoté comme ceci, là, avec ce signe qui ressemble à un supérieur ou égal, c'est pas tout à fait ça, et qui est indicé par I, et qui signifie que l'individu I préfère faiblement la situation X à la situation Y. Il peut se trouver la situation aussi où l'individu préfère strictement, et pas faiblement, strictement la situation X à la situation Y, ce qu'on entendra comme ceci, qui ressemble beaucoup à la notation du dessus, simplement on a enlevé le petit signe du dessous là, donner le égal en quelque sorte. Troisième possibilité, il peut se faire que l'individu I soit indifférent entre les situations X et Y, à ce moment-là, ce sera noté comme ceci. On va faire des hypothèses sur ces préférences individuelles. On va les supposer complètes, dans le sens où, pour toute paire XY prise dans l'ensemble des états sociaux possibles, soit l'individu I préfère X à Y, soit il préfère Y à X. C'est-à-dire qu'on va écarter, comment dire ça? Oui, on va écarter par hypothèse la situation où un individu ne serait pas capable de trancher entre X et Y, ni pour dire qu'il préfère une option par rapport à l'autre,
ni pour dire même qu'il est indifférent. Voilà. Et vraiment, on l'interroge sur sa préférence et il nous répond qu'il ne sait pas. Donc ça, on l'écarte par hypothèse de préférence complète. Deuxième hypothèse, ces préférences, on souhaiterait qu'elles soient transitives, dans le sens où, quel que soit un triplet X de situation sociale X, Y et Z, dans l'ensemble des possibles, s'il se trouve que pour monsieur I, X est mieux que Y, et que toujours pour monsieur I, Y c'est mieux que Z, pardon, alors il doit se faire que X est mieux que Z. C'est une hypothèse de rationalité au sens de la transitivité, une hypothèse un peu particulière de rationalité. Encore une fois, je ne discute pas du bien fondé, de la pertinence de ce genre d'hypothèse. Ici, je les prends comme ça, je vous les donne, parce que je me contente de présenter le cas formel. Très bien, on va appeler K l'ensemble des préférences qui vérifient ces deux conditions-là, donc complétude et transitivité. Et donc ça, ce sont des données exogènes à l'analyse. Ce qui va être endogène, ce qu'on cherche en fait, c'est au niveau collectif une préférence sociale qu'on va noter comme ça. Alors, vous voyez là sur la notation, petite remarque, c'est qu'on a un indice S ici, et pas un indice I comme ici, parce qu'ici on parle de la société. Donc, au niveau collectif, une préférence sociale définie sur un sous-ensemble des préférences individuelles et qui va prendre ses valeurs dans l'ensemble des préférences qui sont complètes et transitives dans le cas. Au-delà d'imposer qu'on voudrait que ceci, cette préférence sociale, soit valeur dans le cas, on va ajouter un certain nombre d'exigences, que Haro appelle des axiomes sur la préférence sociale. Quels sont ces axiomes proposés par Klataro? Il y en a donc 5. Le premier s'appelle l'axiome de domaine illimité, qui vous dit la chose suivante: la règle de décision doit s'appliquer à toutes les préférences logiquement concevables. C'est-à-dire que D, ce n'est pas un sous-ensemble strict de Kn, c'est Kn. Voilà, il n'y a pas de restriction posée sur les préférences individuelles à partir desquelles on construit la règle de décision sociale, si ce n'est que les préférences individuelles doivent quand même être complètes et transitives. Voilà. Au-delà de ça, on veut travailler avec des sociétés qui peuvent comporter des individus dont les opinions sont très différentes les uns par rapport aux autres. Voilà, c'est un peu ce que ça vous dit. Deuxième axiome, pas de dictature. Ça signifie que pardon. Oui, donc, pardon, incident technique. Pas de dictature. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il n'existe pas d'individu H dans la société, tel que, quel que puisse être le profil de préférence de ses concitoyens, et quelle que puisse être une paire XY prise dans l'ensemble des paires admissibles, eh bien, dès lors que notre individu H a une préférence stricte en faveur de X contre Y, ça entraînerait que la société suivrait la préférence de notre individu H. Voilà, autrement dit, le classement social ne doit pas s'identifier à celui d'un seul et même individu, quel que soit le classement des autres individus. Troisième axiome, rationalité collective. Eh bien, on veut tout simplement que le classement social soit complet et transitif, de la même façon que cette propriété existe au niveau des individus. Eh bien, on aimerait que le classement social, donc qui agrège les préférences individuelles, garde cette propriété, garde ses propriétés, et que ces propriétés demeurent par agrégation. Quatrième axiome, principe faible de Pareto, PF. Alors, ceci vous dit simplement que s'il existe une unanimité dans la société, parce que tous les individus préfèrent une unanimité stricte, si tous les individus préfèrent X strictement à Y, eh bien la société doit faire de même. Et enfin, dernier axiome, l'axiome d'indépendance. Parfois, en version plus longue, on dit indépendance par rapport aux alternatives non pertinentes, IANP.
Le classement social de X et de Y doit uniquement dépendre des classements individuels de X et Y. Parce que l'agrégation des préférences utilisées comme information, lorsqu'il s'agit de choisir entre X et Y, eh bien, c'est une information sur les préférences individuelles uniquement entre X et Y et pas sur une tierce option. Alors, que nous dit-il le théorème d'impossibilité de Roux dans ce contexte-là? Eh bien, il nous dit, donc, 1951, que si l'ensemble des choix sociaux, donc grand X, comporte au moins 3 éléments, il n'existe aucune fonction de décision collective qui satisfasse les axiomes Tao, donc domaine illimité, pas de dictature, rationalité collective, c'est ça, Pareto faible et indépendance. La preuve. Bon, l'esprit général de cette preuve, c'est simplement de travailler sur les axiomes, qui sont des contraintes logiques finalement. Et par ce travail, ces manipulations, arriver à une contradiction. C'est un petit peu l'esprit général de ce genre de preuve. Plus précisément, on va voir que les axiomes domaine illimité, rationalité collective, Pareto faible et indépendance entraînent la dictature en violation donc, de l'axiome de non-dictature. Plus encore dans le détail, on va trouver un profil de préférence sur lequel il va exister un dictateur. Et puis, en quelque sorte, on va produire un prolongement de ce résultat pour prouver que le dictateur dans ce profil de préférence particulier, c'est en fait un dictateur pour tout profil de préférence et ça prouvera le théorème. On va avoir besoin de 2 définitions et de 3 lemmes pour faire ça. Première définition de l'individu pivot. Un individu K est dit pivot pour une alternative alpha-bêta dans le profil de préférence pi, indiqué ici, si le choix social se conforme aux préférences de cet individu K sur cette alternative. En quelque sorte, ce que vous donne cette définition, ce que vous indique cette définition, c'est qu'un pivot, c'est une sorte de dictateur limité. Son autorité étant limitée à l'alternative alpha-bêta. Deuxième définition, pivot extrême, on détaille un petit peu la puissance du dictateur. Alors, lisons la définition. L'individu K est pivot extrême pour le choix bêta dans le profil pi, si K est pivot pour toutes les paires alpha-bêta et pas une paire alpha-bêta dans le profil pi. Vous voyez la différence, c'est que ici, notre individu K était dictateur uniquement sur une paire alpha-bêta. Là, on fixe bêta comme ici. En revanche, alpha peut être n'importe quoi. Donc, c'est un dictateur plus puissant, en quelque sorte. Et ce n'est pas encore le dictateur au sens de l'axiome d'en haut. Bien, alors, notre premier lemme, que nous dit-il? Prenons un état B et donnons-nous, on peut le faire parce qu'on va mobiliser l'axiome d'universalité, de profil de domaine limité, pardon. Donc, on a pris un état B pour tout profil pi. Bon, une fois, on peut le faire grâce à l'axiome de domaine limité, tel que B est soit tout en haut, soit tout en bas des préférences individuelles. Alors, la préférence sociale va classer aussi B, soit tout en haut, soit tout en bas. Alors, attention à ne pas se méprendre sur ce lemme. Ce qui nous dit dans l'énoncé, là, c'est que le profil arbitraire qu'on prend n'est pas forcément tel que cette fameuse option B, arbitraire elle aussi, est en haut pour tout le monde, ni qu'elle est en bas pour tout le monde. Il peut très bien se faire que B soit tout en haut, par exemple, pour une moitié des individus, et tout en bas pour une autre moitié des individus. Mais en tout cas, B occupe des positions extrêmes dans toutes les préférences individuelles. Alors, démontrons ce premier lemme. Ça procède par contradiction. Supposons au contraire que, justement, pour A, B et C, 3 options possibles, dans X, nous ayons que B, par la société, est classé dans une position intermédiaire, position comprise entre A et C. En action d'indépendance, ça va rester vrai, ceci là,
si en fait C est strictement préféré à A par tout individu I. Mais alors, combiné avec l'exigence Pareto faible, ça veut dire, si il y a unanimité ici pour choisir C plutôt que A dans les individus, eh bien la société doit en faire de même. Donc, C doit être strictement préféré à A par la société. Notons néanmoins que d'après eux, là, et en utilisant aussi la transitivité, donc des conditions théorème, je dois conclure que puisque pour la société A est mieux que B, B est mieux que C, pour transitivité, A doit être mieux que C, faiblement. A mieux que C. Alors observez que A mieux que C faiblement pour la société, ça vient en contradiction avec ce qu'on venait de conclure, c'est-à-dire C strictement préféré à A par la société. Puisqu'il y a une contradiction, ça veut dire que l'hypothèse de travail utilisée dans la preuve ici doit être rejetée. Et en rejetant cette hypothèse de travail, ça nous ramène à la démonstration en fait, de l'énoncé du lemme. Bien, deuxième lemme. Il existe forcément un individu K1 fonction de B, on va appeler ça K star, qui est pivot extrême pour B. Démonstration. On va procéder en plusieurs étapes. Alors, tout d'abord, étape 1. Par l'axiome de domaine limité, considérons un état social B placé par tous les individus en bas des préférences, comme ceci. Donc, ce qu'on vous a mis ici, là, dans cette figure, c'est dans les n premières colonnes les préférences des individus, donc individu 1 ici, individu 2 ici, individu 3, etc., jusqu'à l'individu n. Et là, on vous a mis la préférence de la société en dernière colonne. Alors, par hypothèse, donc, ce qu'on est en train de construire, arbitrairement, grâce à cet axiome de domaine limité, c'est un profil où B est la pire des options pour monsieur 1, la pire des options pour monsieur 2, etc., jusqu'à monsieur 1. Bien, dans ce profil-là, en convoquant l'axiome Pareto faible, B doit aussi être en bas du classement social. On est bien d'accord, puisqu'il y a unanimité pour dire que B est tout en bas, eh bien, au niveau de la société, ça doit se retrouver aussi. Parfait. Deuxième étape. Je pars du profil précédent, là, et puis je perturbe la préférence de mon premier individu, dans le sens où cet individu qui avait classé B tout en bas, je fais sauter B et je vais mettre B tout en haut, uniquement pour l'individu. Et je ne change rien aux préférences des autres individus. Je ne change absolument rien. Donc, B tout en bas ici, B tout en bas là. La question qu'on peut se poser, c'est qu'advient-il de la préférence sociale? A priori, on ne sait pas. Cette fois, il n'y a plus unanimité pour dire que B est tout en bas. Donc, au niveau social, a priori, on ne sait pas, on met un point d'interrogation. Très bien. Et je continue ainsi. Je fais sauter B pour l'individu 2, pour l'individu 3, etc., etc. À la fin de ce processus, B a sauté aussi pour le dernier individu. Et à ce moment-là, je me retrouve à nouveau dans une situation où il y a une unanimité pour dire que B est la meilleure des options. À cause de l'axiome Pareto faible, ça veut dire qu'au niveau de la société, je dois conclure aussi que B est tout en haut. Il peut y avoir des points d'interrogation pour les autres positions, les autres options, pardon, mais B, en tout cas, ce que je sais, c'est qu'il va se retrouver tout en haut. Alors, attention à une chose, c'est que ceci ne veut pas dire que forcément B a sauté lorsque je suis arrivé à la fin du processus et que j'ai fait sauter B dans toutes les préférences individuelles. À la fin, il est clair que je dois me retrouver ici, avec B ici. Mais à quel moment B a-t-il sauté dans la préférence sociale? Est-ce que c'est au énième moment avec le énième individu ou est-ce que ça s'est produit avant? C'est tout à fait possible. Donc, il va exister un individu, une étape, si vous voulez, K-star, ou un individu K-star, avec cette propriété que lorsque B saute pour cet individu, eh bien, B va sauter aussi dans la préférence sociale. Et peut-être que ce K-star correspond au dernier individu, mais peut-être pas. Il n'y a pas de raison forcément que ce soit le cas. OK. Donc, d'après le lemme 1, on peut déduire que lorsque B monte en haut du classement de l'individu K, l'option B saute en haut du classement social. Voilà la situation en résumé dans cette figure-là.
Et donc ça prouve, pardon, le lemme 2. Pour le lemme 3, on va appeler pi1 le profil de préférence juste avant le changement dans le classement de l'individu castar. Et pi2, le profil où castar a changé. Le lemme 3 nous dit la chose suivante. Castar, qui est donc une fonction de B, est un dictateur sur toute paire A et C qui n'implique pas B. Sur toute paire A et C qui n'implique pas B. Démonstration. Prenons des choix arbitraires A et C différents de B. Et à partir du profil de préférence pi2, construisons un profil de préférence pi3 en changeant le classement de l'individu castar, de sorte que pour notre individu castar, B ne se retrouve pas forcément tout en haut de sa préférence. Il se retrouve dans une position intermédiaire, compris entre A et C. Donc pour castar, A est faiblement préféré à B et B est faiblement préféré à C. Et pour tous les autres individus, A et C sont placés n'importe où. N'importe où, mais sans changer la position extrême de B. Donc si pour les autres individus, B était tout en bas, ben, ça reste tout en bas. Si B était tout en haut, ça reste tout en haut. Et puis A et C, par contre, sont les comme on veut. Par l'axiome d'indépendance, je dois conclure que A pour la société est mieux que B. Simplement, pourquoi? Ben parce que les votes A versus B, dans ce profil Pi3 là, sont comme dans le profil Pi1, B était classé en bas par la préférence sociale. Donc de ce point de vue, ça ne change rien et la société la préfère faiblement A à B. Pour la même raison, enfin pour une raison similaire, toujours par l'axiome d'indépendance, B pour la société doit être faiblement préféré à C. Puisque les votes B versus C sont comme dans le profil Pi2, B était classé en haut par la société. Très bien. Alors, mettons ensemble ceci et cela. Puisque pour la société, A est mieux que B et B est mieux que C, par transitivité, je dois conclure que pour la société, A est mieux que C. Mais je viens de conclure A mieux que C, alors même que j'ai dit que pour tous les individus autres castar, A et C peuvent être placés n'importe comment. Pour un individu, en tant que castar, il se peut que A soit mieux que C. Pour un autre individu, ce sera C mieux que A, peu importe. Et je fais varier ça comme je veux pour l'axiome de domaine limité. Et pourtant, je vais devoir conclure à chaque fois que A est mieux que C pour la société. Alors, ça veut dire que du simple fait que pour mon individu castar, A est préféré faiblement à C, je conclus que la société en fait de même. Démonstration du lemme 3. Eh bien, nous sommes en position pour enfoncer le trou et prouver le théorème de Roth. Pour ça, il nous suffit de montrer que castar est dictateur sur toute paire AB et pas uniquement sur les paires qu'on a considérées. Prenons une alternative C. Par le lemme 3, on sait qu'il va exister un individu K fonction de C qui sera dictateur sur toute paire alpha-bêta où alpha et bêta ne sont pas C. Par exemple, toute paire alpha-bêta, ben, je peux tout à fait choisir de prendre la paire A et B. Mais on vient de voir que pour la paire AB, il y a un dictateur, K de B. Et donc maintenant, ce que je viens de dire, c'est que K de B, c'est la même chose que K de C. Ce qui met un point final à cette démonstration. Quand on a suivi. Voilà, alors si vous voulez en savoir plus, voici quelques références. D'abord ici, vous avez le travail original de Calataro en 1951. Hein, ce théorème, il l'a démontré dans un livre qui s'appelait Individual Values and Social Choice, première édition. Il en existe au moins une traduction française, hein, que j'ai pu trouver, et qui s'intitule Choix collectif et préférences individuelles chez Kalman Levy, en 1900, édité en 1974. Et bon, alors des démonstrations, je vous l'avais dit en introduction de cette vidéo, il existe beaucoup maintenant de ce même théorème qui a été redémontré plusieurs fois, avec l'esprit souvent d'aboutir à des démonstrations plus simples. En voici une en 1978, qui peut être intéressante, mais qui mobilise des notions de topologie. Voilà, il faut avoir un petit peu de background en mathématiques, notamment connaître la notion de bulletin filtre libre.
La démonstration sur laquelle s'est appuyée cette vidéo, elle a été produite en 2005 par Gianna Koplos, un article publié dans Economic Theory qui s'appelle « 3 preuves rapides, brèves, du théorème d'Arrow ». Et puis, si vous voulez revoir cette preuve dans un manuel, disons, pédagogique, vous trouverez ça en 2011 dans le manuel de Advanced Microeconomic Theory de Gilles et Rémy, 3e édition. Voilà. Au-delà de la preuve, vous allez trouver une discussion du cadre formel qui est proposé là et ce que je n'ai pas fait. Voilà. Bien, écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à une prochaine fois.